La Côte d'Ivoire est en train de renaître après avoir vécu de nombreux tourments. Sa position idéale de carrefour de l'Afrique de l'Ouest a métissé ce pays dans sa culture, sa population, son mode de vie. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est remise en ordre de marche en s'appuyant sur ses atouts, en particulier ses immenses plantations de fruits et de cacao. De son étonnante façade maritime faite de lagunes aux régions plus arides du nord, nous allons vous faire découvrir une contrée d'une grande richesse, où les langues sont aussi nombreuses que les ethnies, où les rois sont bien plus que des curiosités de façade, où fêtes, célébrations et danses sont autant de prétextes à dévoiler une culture vibrante et haute en couleurs. La Côte d'Ivoire est l'un des États les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, partageant ses frontières avec 5 pays dont le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. Nous commençons notre périple à Grand-Bassam. Cette ville fut la première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, surnommée la Venise africaine. Le fleuve Comoé s'y divise en multiples lagunes qui font le charme de Bassam tout en menaçant pourtant le quartier historique. Ici, c'est le domaine des ethnies et des royaumes d'Abouré, Ashanti ou encore Nzima venus du Ghana. Voici le palais de Sa Majesté Awolae Amon Tanoé Désiré, roi de Grand-Bassam et des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Il exerce un pouvoir réel. 7 grandes familles issues du Ghana et de Côte d'Ivoire constituent le cœur de l'ethnie des Nzima. Après 7 jours passés dans la forêt sacrée à invoquer les dieux par des incantations, tous se préparent pour les fêtes de l'Abissa. L'Abissa est la grande rencontre annuelle du peuple Nzima Kotoko et à cette occasion, sur 2 semaines, elle va faire son bilan, le bilan de la société et ensuite, lorsque la phase publique de l'Abissa viendra, le peuple va se prêter à une pratique qui est très particulière, la pratique de la critique sociale. Un des grands moments de l'Abissa est la sortie du roi de son palais pour se rendre dans le centre de la ville où se déroulent les festivités. Le roi, entouré de ses fils et ses filles, parade, distribuant friandises et gadgets à la foule. Awolae Amon Tanoé Désiré est le roi des Nzima depuis 2003. À Grand-Bassam, comme dans le reste du pays, cette fonction ou celle de chef traditionnel ne sont pas qu'honorifiques. Elles ne relèvent pas non plus d'un folklore suranné. Dans certains domaines aussi importants que la résolution des conflits ou le maintien de la paix sociale, les rois jouent un rôle déterminant. Les différents groupes qui viennent danser et s'incliner devant le roi s'amusent volontiers avec des thèmes et déguisements qui donnent à cette fête des airs de carnaval. Le peuple va danser et ensuite les différentes composantes de la société vont se prêter à la critique sociale. Dans cette critique sociale, les faits qui se sont passés entre 2 abissas seront évoqués et les bienfaits, bien sûr, seront magnifiés et les méfaits seront stigmatisés afin que les personnes, après l'abissa, puissent changer d'attitude ou renforcer leur attitude. Donc c'est une pratique démocratique à laquelle se soumettent tous les dirigeants. Alors la particularité, c'est que tout ce qui se dit pendant l'abissa, on ne peut pas en tenir rigueur pour la suite. En général, la fête se poursuit très tard dans la nuit, parfois même jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Grand-Bassam a été la première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, entre 1893 et 1900.
Les anciens bâtiments coloniaux n'ont pas tous souffert de la même manière des années qui passent et des intempéries. L'église est sans doute l'édifice qui résiste le mieux. Bien que l'UNESCO ait classé plusieurs bâtiments, certains menacent de s'écrouler du fait du climat et du manque d'entretien. D'autres ont été tout simplement engloutis par la nature. Anciens comptoirs coloniaux ou hôtels chargés d'histoire, seule l'imagination ou quelques photos jaunies peuvent restituer ce qu'était la ville à cette époque. Juste derrière ces vestiges, sur la plage, les pêcheurs qui viennent de rentrer réparent et rangent les filets. Un peu plus au nord, sur la même plage, touristes et citadins échappés d'Abidjan viennent profiter des plaisirs de l'océan. Cette ancienne banque aux multiples arcades a été transformée en hôtel il y a bien des années, une autre façon de préserver le patrimoine. Le point névralgique de Grand-Bassam se situe de l'autre côté de la lagune. C'est le marché où tout se vend ou s'échange. À l'est, en direction de la frontière du Ghana, les champs d'ananas s'étendent à perte de vue. En novembre, certains ont déjà été récoltés. Ces cultures appartiennent aussi bien à des multinationales qu'à de petits propriétaires qui exploitent des parcelles où les récoltes se font à la main. En cette saison, on s'arrête volontiers en bord de route pour goûter ces fruits tout juste cueillis. Le travail dans les champs est difficile. Les feuilles sont piquantes et les pieds des plantes rapprochés. 4 mois sont nécessaires au développement de la plante. À l'apparition de la fleur, il faut compter 45 jours pour que le fruit arrive à maturité. Pour les cueillir, la méthode la plus courante est de casser d'un coup sec la base du fruit. Dans le village d'Anouré, juste à proximité, Pauline et sa famille sont en pleine préparation d'un plat phare du pays, l'atiéké, qui accompagne viande et poisson. Il s'agit d'une sorte de semoule réalisée à partir du manioc, dont il faut d'abord éplucher et débiter la racine. On la fait ensuite bouillir dans de grandes marmites. Il faut compter 1 heure environ. La mixture obtenue est ensuite compactée pour obtenir une pâte qu'on met à sécher pour qu'elle fermente. Ce n'est pas fini. Il faut encore tout passer au tamis, une opération qui nécessite bien 4 mains. Et voilà, la semoule de manioc est prête. On le vend et on le livre ensuite à des dames qui l'apportent à Abidjan pour le vendre. La lagune d'Abou, située entre Assini et Adiaké, a été mise en danger par le développement d'une zone balnéaire. Créé en 1974, le parc national des îles Eotilé rassemble 6 îlots. Les oiseaux, les animaux, on empêche aussi les pêcheurs de rentrer à l'intérieur de notre périmètre. Il s'agit d'un petit archipel d'à peine 559 hectares, qui connaît pourtant une grande diversité ornithologique. On y recense 128 espèces d'oiseaux. On trouve également une colonie de chauves-souris sur l'île Balouté et des lamantins, des mammifères marins en voie de disparition. L'île de Balouté est la seule à posséder une partie au sec, où le sable est d'ailleurs d'une finesse remarquable. Il s'agit d'une forêt primaire. Elle n'a jamais été détruite, elle est là à l'état pur, à l'état naturel. Des ananas sauvages y poussent tranquillement. C'est uniquement sur cette île que l'on peut trouver un sable aussi beau. Il n'est pas salissant, il n'y a pas de poussière. La lagune qui s'étire depuis Grand-Bassam vers l'est se connecte avec l'océan ici, à Assini.
un petit paradis où les habitants d'Abidjan viennent le week-end profiter de la plage. Dans la lagune, les pêcheurs à l'abri se préparent à partir pour des campagnes de plusieurs jours. Sur l'étroite bande de terre qui sépare la lagune de la mer, les plus chanceux possèdent de belles résidences secondaires face à l'océan. En prenant la route du nord, nous arrivons à Yamoussoukro et ses larges avenues peu fréquentées. Nous sommes dans la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983. C'était à l'origine Ngokro, le village natal du premier président et père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. En 1983, celui-ci le rebaptise Yamoussoukro et y fait construire un monument incroyable, Notre-Dame de la Paix, le plus large édifice chrétien du monde, bâti sur le modèle de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Elle est devenue au fil des ans le plus important lieu de pèlerinage catholique d'Afrique de l'Ouest, voyant affluer des pèlerins par dizaines de milliers. 4 colonnes torsadées encadrent le chœur qui trône au milieu de la basilique, surmonté d'un imposant lustre bleu. Tout autour, les grands vitraux s'étendent du sol au plafond et font baigner les lieux dans une douce lumière. Un peu plus bas, devant le marché au bétail, se trouve un lac à l'apparence paisible. Le pêcheur ne s'inquiète pas vraiment des crocodiles qui pourraient faire chavirer sa pirogue s'il venait à être dérangé. On trouve les reptiles les plus imposants devant la résidence privée de l'ancien président, dans ce qui est appelé le lac sacré. Pendant des années, en fin d'après-midi, le gardien venait nourrir caïmans et crocodiles. Un régal pour les bêtes, mais aussi pour les yeux des badauds. Un jour, le gardien a glissé. Après cette disparition tragique, il n'est plus aujourd'hui question d'un tel spectacle. Cependant, certains se risquent encore à lancer des morceaux de viande dans le lac, espérant faire ainsi sortir de leur léthargie les spécimens les plus impressionnants. La Côte d'Ivoire est riche en minerais de toutes sortes, notamment en or ainsi qu'en pierres précieuses. À la bijouterie Faye, Mamadou travaille justement de l'or pour réaliser une bague qu'il doit livrer. Il actionne le chalumeau en soufflant dans un tuyau. Il y a des hommes, il y a des femmes qui m'en commandent, car pour se marier, il faut des alliances en or. Tout le monde porte de l'or, même moi. Ce matin, la ville à majorité catholique s'apprête à fêter le dimanche des Rameaux. Il précède le dimanche de Pâques et marque l'entrée dans la Semaine Sainte, lorsque, selon la tradition chrétienne, Jésus vint à Jérusalem où il fut acclamé par la foule qui tapissa en son honneur le sol de manteaux et de rameaux verts d'olivier. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux, ici de palmiers. Ceux-ci sont d'abord bénis, puis les fidèles se mettent en marche pour une procession. Ferveur et allégresse rythment les messes, toujours spectaculaires et pleines d'entrain en Côte d'Ivoire. Nous demandons, par l'intercession de l'organe de la l'Annonciation, En poursuivant la route vers le nord, on découvre d'immenses champs d'anacardiers qui couvrent les plaines. Le village de Bomi-Kondé-Yakro est réputé pour la qualité de ses tissages, en particulier dans la fabrication des pagnes baoulés.
Les fils sont parfois tendus sur plusieurs dizaines de mètres, s'enchevêtrant en fonction de la complexité du dessin géométrique. Les métiers à tisser sont installés entre des arbres qui ont été spécialement plantés pour servir de support. Tout autour, des jeunes hommes rivalisent de dextérité pour faire passer la navette. Ce sont des pagnes baoulées. Le design est conçu spécialement pour ces pagnes. Ce sont nos propres motifs. Le métier à tisser utilisé ne permet que de travailler des bandes de tissu de 10 à 20 cm de large, qui seront ensuite assemblées. Nous mettons entre 5 jours et une semaine pour confectionner des pagnes pour dames, parce qu'il y a des interdits. Par exemple, lorsqu'il y a un décès, nous ne travaillons pas. Donc je considère qu'en une semaine, on peut faire un pagne dame. Pour le pagne homme, sa fabrication peut prendre jusqu'à 1 mois. On les porte, ça peut faire aussi des draps, on peut s'en servir comme des nappes de table ou encore des rideaux. Toujours plus au nord, les anacardiers dominent le paysage. Ces arbres donnent des pommes au bout desquelles poussent les noix de cajou. Ces exploitations s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés. Le fruit peut être jaune ou rouge et sa saveur est très sucrée. Cependant, la pomme en elle-même n'est pas exploitée. Les gens la mangent sur place. Les noix de cajou sont en revanche récoltées. On les débarrasse d'abord de leur coque, puis on s'empresse de les faire cuire. Crues, les noix de cajou sont toxiques pour l'homme. À l'approche de Korogo, la grande ville du Nord, le bitume se fait plus rare. La poussière rouge des pistes colore tout sur son passage. Nous sommes ici en territoire sénoufo. Dans le village de Warangene, peuplé en majorité d'agriculteurs, les femmes terminent de préparer le repas. La plupart des sénoufos sont animistes. À l'écart de chaque village se trouve le bois sacré. Son accès est interdit à toute personne qui n'a pas été initiée par les sages. On peut y passer plusieurs semaines pour apprendre des secrets, des attitudes à respecter. Le village se prépare à la danse de la panthère, la danse du boloï. Seuls les musiciens initiés sont autorisés à jouer de ces instruments. Cette partie d'introduction vise à faire monter peu à peu le rythme, à poser l'ambiance. Les enfants en profitent pour répéter quelques pas de danse qu'ils ont observés lors de représentations précédentes. Il faut aussi être initié pour passer le costume qui imite le pelage de la panthère et pour danser. Autrefois danse de funérailles, il s'agit aujourd'hui d'une danse sacrée que l'on convoque aussi bien lors des célébrations d'un mariage ou lorsque la pluie se fait trop attendre. Cette danse s'appelle... Le mot boloï en français veut dire la danse de la panthère. Le masque et la tenue ressemblent à ceux de la panthère. L'enseignement de cette danse, le poro, s'effectue dans le bois sacré. Le plus jeune danseur n'a pas encore fini son initiation. Il porte un costume provisoire plus proche du pelage de la panthère noire.
On ne trouve quasiment plus de panthères aujourd'hui dans notre région. On n'en voit plus que dans les zoos. Pour clôturer la cérémonie, quelques femmes du village dansent pour remercier les musiciens. Korogo est la grande ville du Nord. Nous y découvrons de nombreuses différences avec le reste du pays, ne serait-ce que le climat, qui est plus sec et plus chaud. Les tenues de la population changent aussi de celles des habitants de la capitale. En territoire sénoufo, la majorité des habitants sont musulmans. Il y a une grande proximité culturelle avec le Mali voisin. Kolo Coulibaly est un artiste reconnu dans la région. Il travaille le bois. Ça, c'est du bois de mélina. C'est similaire à du frêne en France et il a les mêmes qualités que le frêne. Les masques qu'il sculpte sont tous reliés à la culture et aux croyances sénoufo. Ça, c'est le kalao. En sénoufo, on l'appelle djacré. Mais en français, on dit kalao. Quand tu vois ce genre de sculpture devant la porte de quelqu'un, c'est qu'il s'agit de quelqu'un d'important. Le kalao fait partie des ancêtres fondateurs des sénoufo. Il symbolise la fertilité. Plus de 70% de la population de la région est restée attachée aux valeurs ancestrales des sénoufo. Ainsi, dès l'âge de 7 ans, le sénoufo reçoit une éducation initiatique dans le bois sacré où il apprend l'art de vivre en société. Cela n'a pas empêché différentes religions de venir s'insérer au fil du temps dans les pratiques spirituelles, en particulier l'islam. La grande mosquée de Korogo ne date que de 1974. En se rapprochant de la frontière malienne, on trouve encore un habitat traditionnel constitué de murs de terre séchée au toit de chaume. Ce type de construction est aujourd'hui plus souvent remplacé par des murs en parpaing coiffés de toits en tôle. Les huttes les plus étroites servent de réserve à grains. Un peu à l'écart, on trouve la hutte du féticheur. Ce dernier est décédé il y a quelques années et n'a pas été remplacé. C'est un féticheur d'un autre village qui vient de temps à autre invoquer les forces de l'invisible, fortement ancrées dans la vie quotidienne de cette région. Tout le monde prend très au sérieux ces rituels. À l'extrême nord-ouest du pays, Odiéné est l'une des rares villes précoloniales de la Côte d'Ivoire. Cette famille fait partie de l'ethnie des Dioula, renommée pour le travail des poteries. Ici, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes, qui travaillent et vivent en communauté. Ces femmes fabriquent des pots de différentes tailles, destinés à la cuisine quotidienne. L'argile vient des environs. Tous les jours, chacune d'entre elles répète une tâche bien précise dans laquelle elle s'est spécialisée.
Dès les premières lueurs du jour, un four est allumé à l'extrémité de la cour. On y cuit ensuite des dizaines de pièces pendant des heures et de manière très artisanale. Sortir les poteries enfin cuites est particulièrement délicat et dangereux. Dehors, on frôle déjà les 40 degrés. La chaleur ajoute encore à la pénibilité de la tâche. Il s'agit du poste le plus exposé. Dans ces conditions, il est de plus difficile de refroidir les pots. La majeure partie de la production partira pour Abidjan, à près de 900 km plus au sud. Un peu plus loin, le village de Yo, longtemps situé au plus profond de la brousse, a été déplacé pour se rapprocher de la grande route et être ainsi rendu plus accessible. L'une des grandes préoccupations de ces populations vivant dans ces zones reculées est de trouver de l'eau et de s'approvisionner, notamment pendant la saison sèche. À Yo, femmes et enfants n'ont pas des kilomètres à faire. Une ONG a récemment installé une pompe à eau. Dans ce village vit en majorité une ethnie Toura, avec ses forgerons dont la spécialité est la fabrication des couteaux et des machettes. Tout y est antédiluvien, mais fonctionne plutôt bien. En redescendant vers le sud et en longeant la frontière de la Guinée, nous arrivons dans le pays des 18 montagnes, à proximité de la ville de Mans. La cascade qui fait la fierté de la région est à bout de souffle et attend avec impatience l'arrivée des premières pluies. Voici un autre symbole, la dent de Mans, un pic rocheux qui culmine à 890 mètres d'altitude au-dessus de la ville. Mans a connu des épisodes douloureux dans son histoire, notamment des combats en 1898 entre les Dents et les Français, qui se sont soldés par la création d'un poste militaire français en 1908. Le marché central propose des denrées très particulières pour le visiteur étranger. Ainsi, chez Marie Hollandais, on propose aux clients différents insectes et chenilles grillées, ou encore des remèdes comme ce poivre un peu particulier. Quand tu as mal au ventre ou que tu es ballonné, alors cette plante est le soin le mieux indiqué. Les piments sont en fête. Attention au bec d'oiseau qui peut incendier votre palais si vous n'êtes pas initié. Le piment est d'ailleurs présent partout dans la cuisine. On en plante ainsi autour de chaque maison. Le riz est un aliment de base que l'on associe avec différents légumes comme des choux que l'on découpe finement. En poursuivant plus au sud, à partir de la piste qui va vers Bloléou, nous arrivons dans un village de l'ethnie Dan, ou Yakouba, comme ses membres se font aussi appeler. Les femmes exécutent une danse plutôt joyeuse, la Télaté, qui célèbre des récoltes de riz abondantes. La danse s'appelle Tématé. C'est une danse de nos ancêtres. On va dans les champs de riz, on coupe le riz, on danse, on fait la fête, tout le monde est là, il y a une bonne ambiance. Après un moment de préparation, le masque est prêt pour la danse. Celui-ci occupe une place majeure dans le fonctionnement du village,
car on lui prête de nombreux pouvoirs. C'est pourquoi sa sortie, même à la simple occasion d'une danse, impressionne les spectateurs au point d'en effrayer certains. Le masque est le gardien des traditions. Le masque réglemente la vie de tous ces peuples-là. Sans le masque, il n'y a pas de vie dans un village. Parce que s'il y a une catastrophe, s'il y a une épidémie, quelque chose de grave, ben, c'est le masque qui doit conjurer les mauvais sorts. Il est consulté pour conjurer les mauvais sorts. À la fin de la danse, les enfants s'enfuient au passage du masque. En quelques années, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de cacao. Les premiers arbres ont été exploités dans les années 1960 et couvrent maintenant une surface impressionnante dans tout l'ouest du pays. Le cacaoyer est un arbre qui supporte assez mal le soleil. C'est pourquoi il est souvent entouré d'autres arbres comme des bananiers ou des avocatiers qui lui procurent de l'ombre. La cabosse qui renferme les fèves de cacao pousse directement sur le tronc. Au mois d'avril commence la saison de la petite récolte. Mimouni, qui vient du Burkina Faso voisin, exploite avec son frère cette parcelle, où ils ont semé les premières graines il y a quelques années. Sa machette lui sert aussi bien à couper la cabosse qu'à la ramasser. Mimouni ne prête guère attention aux magnifiques avocats qui poussent tout autour en hauteur. L'exploitation de l'avocat est un tout autre métier. De toute façon, il n'a pas le temps. Il doit s'occuper des cabosses cueillies. Dans un premier temps, Mimouni va extraire toutes les fèves qui sont encore entourées d'une enveloppe un peu molle et sucrée. Comme ici, il y a de l'ombre, je vais les amener à la maison. Là-bas, pendant 3 jours, je vais les faire fermenter sous une bâche. La tâche suivante consiste à faire sécher les fèves. Elle va se faire au bord de la route qui descend vers San Pedro, sous le contrôle de son grand frère Hussein, le patron de la petite coopérative qu'ils ont créée. Le soleil est tellement chaud qu'une journée à peine suffit à tout sécher. Une grande société de négoce leur achète régulièrement leurs récoltes. Les sacs partiront pour l'Europe, directement de San Pedro à quelques heures d'ici.
Nous quittons la région de Man et ses 18 montagnes pour emprunter des pistes sillonnées par des bus desservant aussi bien les villages les plus reculés que les grandes villes comme Abidjan. En saison sèche, il faut juste être patient. Les arrêts sont nombreux et les nids de poules promettent de sacrées secousses. En saison des pluies, c'est une toute autre histoire. Seuls les 4x4 arrivent à s'en sortir lorsque les grumiers qui transportent le bois creusent des crevasses géantes dans la boue. Pour se rendre d'un village à l'autre, le vélo et la marche à pied sont les moyens de transport les plus courants. Le long de ces pistes pousse un fruit à l'origine d'une des boissons les plus populaires de la planète, le cola. Tout comme celle du cacao, les noix de cola sont enfermées dans une première écorce qui contient plusieurs fruits. Après l'avoir ouverte, il faut encore débarrasser les fruits d'une deuxième peau pour enfin obtenir les noix de cola. De différentes couleurs, les gens d'ici les mâchent plusieurs fois dans la journée. On dit qu'elles possèdent les mêmes vertus excitantes que le café. Toujours plus au sud, nous rejoignons le parc national de Taï, qui s'étend sur 4500 km² et abrite l'une des dernières forêts primaires d'Afrique, qui a résisté aux plantations invasives d'huile de palme et de cacao. Les éléphants, hippopotames et panthères s'y font de plus en plus rares selon les gardes. Bien que le parc soit une réserve biosphère classée par l'UNESCO, tous les efforts sont avant tout concentrés pour sauver les derniers chimpanzés de cette région. En fin de journée, les gardes accompagnent régulièrement les familles pour repérer la construction de leur nid, qui ne se fait jamais au même endroit. Ainsi, le lendemain, les gardes peuvent venir les observer et les compter dès les premières lueurs du jour, lorsque les animaux commencent à manger et à se déplacer. La télévision et les cirques, qui ont beaucoup utilisé les chimpanzés dans leurs spectacles, ont eu tendance à donner une image erronée de ces singes. Les singes sont plus en danger parce que y a une sensibilisation qui a fait que tout le monde est conscient que les singes sont vraiment pour la survie du parc. Et puis ça nous arrange aussi, ça permet d'avoir le touriste et puis ça nous apporte aussi assez de choses. La Wild Chimpanzee Foundation, une ONG germano-suisse, fait depuis plusieurs dizaines d'années un travail remarquable pour la survie de l'espèce dans son habitat naturel. Elle fait également la promotion d'un écotourisme responsable, qui permet aux visiteurs d'approcher les chimpanzés, générant ainsi des ressources nouvelles pour les villages des environs. Tabou est la première ville à la sortie de la piste qui arrive du nord. On y parle le Dioula et le Krou. L'ethnie principale est le peuple Kakatoua, qui vit à cheval entre le Libéria voisin et la Côte d'Ivoire. Ces plages ont hérité du même sable rouge que les terres intérieures et les pistes. Dans sa lagune, Tabou abrite un chantier naval et un port de pêche très actif.
Suivant les heures des marées, le retour des pêcheurs peut être assez agité. Ils doivent en effet franchir une barre de vagues entre les rochers pour enfin débarquer le poisson sans toujours pouvoir aborder. C'est alors qu'interviennent une nuée de porteurs qui font la navette entre le bateau et le quai. À terre, ce sont les femmes qui prennent ensuite les choses en main. Elles organisent la vente, contrôlent les enchères et distribuent éventuellement le poisson aux écailleurs. En longeant la côte vers l'est en direction d'Abidjan, on arrive à Grand Bérébi, une ville qui possède d'immenses plages magnifiques et pourtant peu fréquentées. Les Portugais ont d'abord pris possession de cette côte avant d'en être chassés par les Anglais, qui ont eux-mêmes laissé place aux Français. La période coloniale s'acheva en août 1960 avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les pêcheurs viennent se réfugier dans la lagune pour passer la nuit au calme. La baie des Sirènes abrite un complexe hôtelier prisé par les amateurs de pêche au gros. Les pêcheurs locaux se contentent de sortir en mer à la pagaie. Dans le village de Grand Bérébi, plusieurs cases sont dédiées au fumage du poisson. Brochets et capitaines sont sommairement nettoyés avant de passer près de 8 heures sur des planches au-dessus des braises. Une autre méthode de conservation consiste à faire sécher le poisson au soleil pendant 3 jours, en le salant régulièrement. Les cuisinières s'en serviront pour parfumer les sauces. Abidjan est la capitale économique du pays, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. La ville concentre une grande partie de la population, sur une surface grande comme 5 fois celle de Paris. Le quartier Marcory est le secteur commerçant de la ville. On y trouve toutes sortes d'articles, des ordinateurs aux produits ménagers. Le deuxième étage d'un bâtiment anonyme abrite le marché, dont l'ambiance évoque celle d'un village, avec ses odeurs de piment et de bananes plantains. La loco, des bananes plantains en friture, est avec l'atiéké l'un des accompagnements favoris des Ivoiriens. Les piments sont omniprésents et ce ne sont pas forcément les plus gros ou les plus colorés qui sont les plus incendiaires. On mange également beaucoup d'oignons, souvent servis en compoté avec le riz. C'est dans ce quartier que Suzanne Kabani a installé ses ateliers de maître chocolatier. Bien qu'importante, la culture du cacao est une activité relativement récente en Côte d'Ivoire. Les fèves, une fois séchées, partent en général directement à l'état brut pour l'Europe. Suzanne Kabani les transforme en chocolat sur place. Pour ce faire, il faut d'abord torréfier les fèves, une opération délicate qui ne tolère pas d'écart de température. Ensuite, il faut encore les débarrasser d'une fine écorce. Et c'est à la main que l'on obtient le meilleur résultat. De loin, les fèves de cacao ressemblent alors à de grands grains de café. Une fois les plus belles fèves sélectionnées, il faut les broyer à la meule.
C'est le taux d'amertume et le craquant qu'il y a à l'intérieur, qui est complètement différent par rapport à d'autres chocolats qui sont très crémeux. On chauffe la pâte obtenue et on y ajoute du beurre, parfois du sucre, éventuellement d'autres ingrédients pour parfumer le chocolat. La préparation est travaillée sur le marbre avant d'être versée dans des moules. Allez les filles, on n'a pas un peu de beurre? Je veux du beurre. Toutes les collaboratrices de Suzanne sont issues de villages de planteurs de cacaoyers. Plus les Ivoiriens seront impliqués dans la transformation en chocolat, plus ils pourront bénéficier de la valeur ajoutée de ce produit apprécié universellement. Suzanne est très attachée à ce qui fait la personnalité de la Côte d'Ivoire, qu'elle n'hésite pas à révéler dans ses recettes parfois relevées. Je fais incruster à l'intérieur du beurre de cacao, juste pour lui donner une saveur un peu plus élevée dans le goût, et puis quelques tranches de gingembre séché pour toujours garder ce goût typiquement africain. En 1897, des problèmes récurrents d'insalubrité à Grand Bassam poussent les autorités à transférer le chef-lieu de la colonie à Abidjan. Les études de l'époque avaient mis en avant la possibilité de créer un port intérieur en l'associant à une ligne de chemin de fer qui pourrait remonter vers le nord. Au fur et à mesure de son expansion, la capitale s'est étendue jusqu'aux nombreuses lagunes qui l'entourent aujourd'hui et qui ont nécessité la construction de plusieurs ponts. Depuis la fin de la crise politique de 2011, Abidjan est un chantier permanent, confirmant son statut de poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. En 2015, le retour de la Banque africaine de développement, qui avait quitté le pays pendant plus de 10 ans, a été un autre signal fort du redémarrage économique. Tout autour de la lagune, la vie de tous ceux qui circulent à pied se fait grâce à ce que l'on appelle ici des pirogues. Ces navettes relient les différents points de la capitale. Hommes d'affaires, écoliers, quelle que soit la météo, ils sont nombreux à naviguer ainsi quotidiennement sur la lagune. Adjamé est l'un des quartiers les plus impressionnants. Point de convergence de tous les taxis et bus de la ville, il débouche sur un immense marché en plein air. Le vendredi et le samedi, ces rues peuvent rester paralysées de longues heures tant la foule est nombreuse. Des camions venus de la brousse déchargent des cargaisons d'igname qui, contrairement au manioc, se conservent facilement. On estime que chaque jour, 2 millions de personnes empruntent les carrefours d'Adjamé. Un peu plus loin, au marché d'Atekoubé, le parc à moutons est bien fourni. Lors des fêtes musulmanes, l'activité est plus florissante encore. Le pays manquant d'éleveurs, une bonne partie des têtes sont importées des pays du Sahel. Dans le quartier de Marcory, on croise ce que les locaux appellent le Petit Beyrouth.
La communauté libanaise est en effet présente depuis plusieurs générations en Côte d'Ivoire. Elle est à l'origine de la construction en 2007 de cette mosquée, la plus récente de la cité. Face à Abidjan, de l'autre côté de la lagune, l'île de Boulet est un peu le refuge des citadins. En fin de semaine, après une quinzaine de minutes de bateau, ils peuvent profiter du calme de la plage. Sur la rive opposée, le village de pêcheurs de Johnny Crow est impeccable. Il est tenu par les protestants de la Maison du Père. Aujourd'hui, c'est jour de baptême. Le temple est particulièrement animé. Malgré la chaleur, les chants et les danses se succèdent. Une énergie à l'image de ce pays aux multiples facettes qui a retrouvé son dynamisme et nous invite déjà à revenir lui rendre visite.